Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la deuxième guerre. Alors je sais, je le rappelle, ce sera en 4 parties, mais la deuxième guerre, c'est... On va dire que les 3/4 sont dans les parties 1 et partie 2. Je sais, c'est ultra compliqué, mais disons qu'il y a d'abord Tide of Darkness. Donc là, on va finir Tide of Darkness aujourd'hui. Et il y a l'extension Beyond the Dark Portal. Mais l'extension représente en fait 1 an. Pour vous donner un peu la chronologie, Tide of Darkness, c'est 3 ans. Beyond the Dark Portal, c'est 1 an. Donc vous voyez, là, la partie 1, partie 2, c'est les deux plus grosses. Ce sera un peu plus léger, on va dire, pour Beyond the Dark Portal. En tout cas... Donc pour rappeler un petit peu la carte, alors je sais là c'est un peu compliqué, mais je le rappelle évidemment c'est la partie numéro 2, donc il faut avoir vu la partie 1 pour attaquer cette deuxième partie évidemment. On va quand même faire un petit récap de ce qui s'est passé lors de l'invasion de la Horde, puisque dans la partie 1 on couvrait l'invasion de la Horde, enfin l'attaque de la Horde face à l'Alliance. Et du coup là dans cette deuxième partie, eh bien, on va voir comment l'Alliance va réagir, va contre-attaquer. Donc ça c'était la map de la Horde, bon, elle est un petit peu dit comme ça là, ça fait un peu compliqué. Tout simplement la carte des fronts de guerre. Merci évidemment. J'en profite pour remercier Evanesceur qui m'a beaucoup aidé pour les cartes, etc. Et c'est le fruit de son travail pour justement que ce soit plus simple pour nous, pour préparer l'histoire, et également pour vous, pour que ce soit voilà, plus lisible. Et je pense que cette carte est plus simple. Donc vous voyez actuellement, donc je le rappelle, on s'est arrêté à la fin de l'invasion de la Horde qui a stoppé au niveau du siège de la capitale, donc le siège de Lordaeron. Certaines des troupes de la Horde ont trahi Orgrim Doomhammer et sont partis au sud. Donc vous voyez la tombe de Sargeras, donc tout au sud-ouest, la tombe de Sargeras. Donc actuellement vous le voyez, il y a 7 fronts en activité où les forces de l'Alliance... Alors il faut imaginer que c'est pas un seul endroit, par exemple pour les batailles maritimes c'est vraiment dans tout le golfe de la Grande Mer. Mais vous avez voilà, plein de fronts qui voient les forces de l'Alliance et les forces de la Horde s'affronter. Je rappelle que on est sur une dimension de guerre mondiale, vraiment. On est sur une guerre mondiale, je le rappelle, mais dans l'Alliance, on va refaire le récap des protagonistes, mais dans l'Alliance on a quand même 7 nations humaines, on a 2 royaumes nains, on a un royaume aux elfes, enfin le royaume des hauts elfes et les gnomes, donc ça représente des millions et des millions d'individus quand même. Et du côté de la Horde, eh bien on a toute une... Alors il reste encore des orques sur Draenor bien sûr, mais on a quasiment tout un peuple qui vient d'un autre monde qui envahit Azeroth. Et à côté de ça on a les trolls, les ogres, les gobelins qui se joignent à tout ça. Donc c'est un sacré bordel, plus les dragons évidemment. Donc c'est un sacré... c'est une guerre mondiale tout simplement. C'est contrairement à War 1 qui était, comme je l'avais dit, qui n'est pas forcément une guerre mondiale. Là on est sur une vraie guerre mondiale. Donc on s'était arrêté au siège de Lordaeron, mais... il n'y a pas qu'un seul front, on avait suivi évidemment les aventures d'Orgrim, mais pendant ce temps il se passe d'autres choses. Donc comme vous le voyez, donc on l'a dit, le siège de Lordaeron, donc on voit les troupes de Lordaeron contre les troupes d'Orgrim Doomhammer, le gros de des forces de la Horde. On a au niveau de Keltalas, donc des forces de Lordaeron et les hauts elfes qui défendent leur foyer face aux trolls à manie évidemment, aux trolls des forêts, et également certains orques qui ont été laissés de côté comme les Dragonmaw, par exemple le clan Dragonmaw, donc les chevaucheurs de dragons, je le rappelle. Du côté d'Hillsbrad, donc au sud de la capitale de Lordaeron, donc les Hautes-Brandes en français, donc là où il y a Southshore qui est une ville super importante dans War 2, et eh bien vous avez donc les troupes guilnéennes, les troupes de Lordaeron et les troupes azérothiennes, je le rappelle, du royaume d'Azeroth, qui sont tout simplement aux ordres de leur régent, puisque je le rappelle que Varian à cette époque est un enfant, donc c'est Lothar qui est le grand patron, mais il n'est pas dans ces endroits-là. Là il n'y a pas de généraux, il n'y a pas de généraux. Alors pour la petite anecdote, je me suis fait la promesse de ne pas citer Sorfang dans la partie 1. Sorfang est le commandant du front de la Horde au niveau des Hautes-Brandes, donc d'Hillsbrad. Par contre du côté de l'Alliance, on ne connaît pas les généraux qui étaient. Greymane n'a pas forcément, donc le roi de Gilneas n'a pas forcément pris part directement. Donc on peut imaginer par exemple que ces différents lieutenants comme Crowley, etc. ont été sur le front. Mais voilà, les troupes guilnéennes, les troupes de Lordaeron et les troupes azérothiennes. Au niveau de la Grande Mer, alors là on a fait au plus simple parce que c'est un énorme bordel au niveau de la mer, puisque c'est une guerre maritime qui a lieu entre l'Alliance et la Horde. Évidemment du côté de l'Alliance c'est surtout Kultiras, mais n'oublions pas la marine de Lordaeron qui est quand même plutôt grosse aussi, donc qui essaye de partout, il y a plein de batailles navales entre la Horde et l'Alliance. Et du coup vous avez donc les troupes de Kultiras, la marine de Kultiras, la marine de Lordaeron, la marine d'Azeroth, puisque je rappelle que Azeroth, ils se sont tous exilés en prenant la mer. Du coup vous avez toute la marine d'Azeroth.
Vous avez les restes, puisque je rappelle que Stromgarde a été brûlé et son armée a été divisée en deux et sa flotte a été complètement, quasiment coulée. Donc les restes de la marine de Stromgarde aident bien sûr en conjointement la marine de Lordaeron et de Kultiras. Vous avez également les chevaucheurs de Griffon de Kurdran, donc des nains marteau hardy, les Wildhammer, qui dès qu'il y a des dragons qui arrivent, eux ils sont là pour tuer du dragon en fait, hein, tout simplement. Donc il y a énormément de choses côté Alliance, et côté Horde c'est pareil, vous avez les trolls à manie, vous avez tous les différents clans, les gobelins évidemment qui patrouillent, vous avez les gnomes aussi, j'ai oublié les gnomes du côté de l'Alliance, mais les sous-marins gnomes qui participent. Donc c'est un joyeux bordel dans la mer, hein. Imaginez, c'est un peu le scénar apocalyptique avec le ciel en feu, etc., avec des éclairs, des chevaucheurs de griffons, enfin... Fallait pas trop être dans la mer, et certains cultiraciens s'en souviennent évidemment. Du côté donc du sud, on le rappelle, mais Gul'dan et Shogal, donc sud-ouest, ont trahi Orgrim Doomhammer au moment d'asséner le coup de grâce sur Lordaeron. Ils ont fui, donc il y avait des troupes en Keltalas et au niveau du siège de Lordaeron, et ils sont repartis tout simplement pour la tombe de Sargeras, pour essayer de récupérer les reliques démoniaques pour devenir plus puissants et faire un grand fuck à tout le monde et devenir le maître du monde. Et du coup, Orgrim a dû dépêcher de ses propres troupes il a plus grand chose en troupes de réserve, et du coup il a envoyé l'un des clans Blackrock, en l'occurrence le clan de Blacktooth Grim, donc le clan du noir dent en français, non dégueulasse, et du coup celui-là plus certains chevaucheurs de dragons du clan Dragonmeau pour affronter Gul'dan. On y reviendra juste après, de toute façon c'est le premier point qu'on va voir, qu'on va aborder. Pendant ce temps, on le rappelle, mais il y a toujours Kilrogg qui fait le siège d'Ironforge et de Gnomeregan, hein. Il tient les gnomes et les nains chez eux. Alors il n'est pas juste là pour les tenir, hein. Il est censé prendre les villes. Mais ils n'y arrivent pas, hein. Les petits nains, les petits gnomes, ils sont petits mais ils tiennent bien, ils sont plutôt vaillants. Et donc j'avais déjà parlé du front de Keltalas, vous avez le front des Hinterlands. Puisque Stromgarde a été brûlé, alors je rappelle, les troupes de Stromgarde ont été divisées, puisque certains sont au niveau de Kardaro, mais Danat par exemple et la moitié de l'armée de Stromgarde a dû fuir vers l'est face à l'invasion de la Horde, et du coup ils ont trouvé refuge dans les Hinterlands, avec justement toutes les troupes de l'Alliance menées par Lothar en personne, le chef de l'Alliance, le grand commandant suprême de l'Alliance. Donc il y a des hauts elfes sur place, il y a les nains Wildhammer, parce que c'est leur patrie. Vous avez donc les troupes de Stromgarde et les troupes azérotiennes, ainsi que des troupes de Lordaeron évidemment, face donc alors on n'a pas le commandant de la Horde présent sur place non plus, mais des orques, et c'est aussi un bastion troll à Mani, donc il y a aussi beaucoup de trolls des forêts de présents. Donc voilà pour le rappel au niveau des fronts de guerre, puisque ça va être, tout va découler de là. Donc au niveau du siège de Lordaeron, on en est à ce point. Mais vous allez voir, donc comme on l'a dit, il y a Gul'dan qui a trahi, qui a choisi d'aller chercher les reliques dans la tombe de Sargeras. Il va avec donc deux clans, le clan Stormriver et le clan Twilight Hammer. Donc Shogal et Gul'dan, qui sont les chefs de ces deux clans, vont du coup fuir et vont essayer de récupérer les reliques démoniaques qui sont présentes sur les îles brisées. Le truc c'est que quand il va ouvrir la tombe, n'oublions pas que les démons ont envoyé à la base, en fait, se servent des orques comme un instrument. Gul'dan était censé être le porte-parole des démons dans la Horde sous Black End. Je vais pas revenir dessus, on en avait déjà parlé dans la partie 1, mais du coup Gul'dan trahit les démons puisqu'il est censé détruire l'Alliance pour permettre potentiellement dans l'avenir une invasion de la Horde, une invasion démoniaque. C'est pour ça que la Horde à la base attaque. Mais le truc, c'est que Gul'dan, il en a marre d'être commandé par Orgrim, mais lui il veut son pouvoir, il veut son propre pouvoir, il pense qu'à sa petite gueule, à sa petite personne et à sa... tout pour ma gueule quoi. Et du coup, il va rentrer dans la tombe et il va se faire tout simplement tuer par les démons. Donc c'est sa propre cupidité, son arrogance qui aura causé sa perte. Donc Gul'dan meurt par les forces qui l'employaient par le passé, donc les démons. Et pendant ce temps, donc, ce qui est très important, c'est que je le rappelle, Rain Blackend, donc le chef du clan Blacktooth Grim, va justement frapper directement le clan Stormriver et le clan Twilight Hammer. Ils vont tout simplement les défoncer et aider bien sûr des chevaucheurs de dragons. Et ils vont tout simplement quasiment exterminer les Stormriver et le clan Twilight Hammer. Alors il y a quand même des rescapés, il y a quand même des fuyards qui vont justement, c'est à ce moment là, et c'est pour ça que certains se posent la question parfois, mais pourquoi il y a des ogres en Kalimdor, pourquoi il y avait justement des ogres, pourquoi il y a encore quelques orques aussi dans les îles brisées, dans les rivages brisés? C'est justement de cette époque là, ça date de ce moment là. Pourquoi Rexxar par exemple qui était employé, donc Rexxar faisait partie du commando
du commando justement, et il était sur les îles, sur la tombe de Sargeras. Et au final, eh bien, avec l'attaque du clan Blacktooth Grim, beaucoup ont fui vers l'ouest pour fuir bien le courroux du clan Blackrock et d'Orgrim. Et du coup ils sont partis vers l'ouest se réfugier en Kalimdor, et c'est pour ça que vous avez tous les ogres présents en Kalimdor. Du coup, et certains Stormreaver sont encore trouvables, même si le clan Stormreaver a quasiment été anéanti, certains du clan Stormreaver sont encore trouvables au niveau des récifs des îles brisées. Donc les dragons rouges justement, puisque Blackend, Blackend c'est son nom de famille, hein, c'est Ren Blackend et Maim Blackend, hein, les fils de Blackend à la base, de Main Noire, vont justement, donc ont réussi à battre les clans félons et vont reprendre la mer pour revenir aider Orgrim évidemment. Et le problème c'est que, on l'a dit, il y a une guerre maritime qui se passe pendant ce temps. Il avait fallu faire une traversée pour, enfin, la Horde contrôler un petit peu encore la mer, mais la guerre continue et heureusement les chevaucheurs de dragons vont essayer de faire une percée pour permettre au clan Blacktooth Grim de pouvoir repartir. Mais bon, ça met un certain temps évidemment, vous imaginez que ça demande pas mal de temps de voyage. Pendant ce temps, bien sûr, Orgrim continue d'assiéger la capitale, il continue d'assiéger Lordaeron. Alors là, il faut imaginer aussi un siège absolument dantesque, avec une ville, donc la capitale de l'Alliance. Je rappelle que Lordaeron, c'est l'Alliance de Lordaeron, donc c'est la capitale de l'Alliance et la capitale de la nation de Lordaeron. Donc est bombardé nuit et jour pendant des semaines et des semaines par les troupes de siège de la Horde. Donc vous imaginez, alors par la mer et par la terre, hein, je le rappelle qu'ils avaient aussi assiégé par la mer. Donc imaginez les Juggernautes, les immenses vaisseaux de guerre de la Horde qui bombardent, qui pilonnent la ville. Vous avez les catapultes de la Horde qui continuent de pilonner aussi, des troupes qui essayent de monter sur les remparts. Enfin c'est absolument terrible pour les troupes, pour les défenseurs, évidemment pour les troupes de l'Alliance. Orgrim est conscient, j'en avais déjà parlé dans la partie 1, mais Orgrim est conscient que justement, plus le siège dure, plus l'espoir est encore possible pour l'Alliance, puisque c'est, encore une fois, c'est la bataille décisive. Si la capitale tombe, la Horde gagne la guerre. Après il restera des poches de résistance évidemment, mais la Horde globalement aura brisé l'Alliance et gagné la guerre. Orgrim pourra repartir sur le front Est, etc. Il pourra tout simplement contrôler, il va pouvoir, s'il contrôle Lordaeron, il peut repartir sur tous les fronts et attaquer par derrière les troupes de l'Alliance. Donc c'est la victoire. Donc les défenseurs vont quand même réussir à tenir bon. Orgrim veut tomber la ville le plus vite possible, parce qu'il sait que les renforts peuvent arriver sur ses arrières, parce que si jamais il prend la ville, il va pouvoir repartir sur les fronts par l'arrière, mais si la ville tient, c'est les autres renforts de l'Alliance qui vont repartir sur ses positions et il va se faire complètement bloquer, il sera pris en étau. Donc les troupes de Lordaeron vont tenir justement la ville d'une main de maître, et surtout avec zèle et courage, parce que bon, quand vous avez votre ville qui se fait pilonner en permanence, ça doit pas être simple évidemment. Et c'est le roi Terenas Menethil, le père d'Arthas, le roi Terenas, qui n'est pas un guerrier, qui n'est pas un combattant, qui n'est pas un chef de guerre, mais c'est vrai que c'est lui justement, quand il voit que ses propres défenseurs ont le courage, enfin le moral dans les chaussettes, etc. Parce que bon, c'est un siège énorme. Eh bien, il va aller sur les remparts directement, il va pas se battre, mais il va venir sur les remparts, il va donner par exemple de la nourriture aux soldats, il va leur parler, il va faire des discours pour les galvaniser, etc. Ce qui fait que le moral tient bon, les défenseurs arrivent à repousser, repousser, quand on dit repousser, c'est juste les bloquer sur les murs, hein, les orques n'arrivent pas à faire une percée. Et du coup le siège tient bon pour l'Alliance. Et c'est encore une fois, c'est la bataille qui déterminera de l'issue de la guerre. Donc on va reparler des fronts justement, puisque pendant ce temps on va devoir reparler du chef, puisque évidemment c'est la bataille décisive et le grand commandant de l'Alliance n'est pas présent, hein. C'était toute la ruse et tout le génie d'Orgrim Doomhammer, qui est quand même un sacré cerveau. Tactiquement, je pense que dans tous les chefs de guerre, que ce soit de Warcraft, que ce soit de la Horde, de l'Alliance, etc., Orgrim fait probablement partie des plus grands cerveaux. Et en face de lui, il en avait un cerveau aussi, hein, c'est Lothar. Mais sans la trahison de Gul'dan, la Horde aurait gagné. Mais du coup, Lothar, lui, il était embourbé au niveau, on l'a dit, des Hinterlands, hein, où il était complètement bloqué par les forces de la Horde. Et donc les forces de la Horde avec les trolls, les orques, etc., les ogres. Mais Lothar, en plus d'être je le rappelle, mais Lothar, c'est quand même un chef émérite, le grand commandant de l'Alliance. Il est le régent du royaume d'Azeroth, hein, il est le patron de Stormwind, puisque je rappelle que le roi Lane avait été tué par Garona, et du coup le fils Varian, je vous laisse aller voir l'histoire d'un héros sur Varian pour plus de détails, mais au final c'est Lothar qui est le régent, donc le chef d'une nation, hein, le chef d'une nation, mais plus que ça, il est le chef de toute l'Alliance. Donc il est bloqué, il peut pas réagir directement, il sait que il sait que Lordaeron est assiégé.
et il va envoyer bien sûr son bras droit parce que bah, lui il peut pas venir. Mais du coup, pour vous rappeler, pour ceux qui n'arrivent pas forcément à se rendre compte de la puissance de Lothar, Lothar c'est le Aragorn de Warcraft. C'est tout simplement le dernier héritier de la lignée des Arathi. Donc je ferai une vidéo probablement sur un peu l'histoire des humains et des nations humaines. Mais Arathi à la base en fait c'était toutes les nations humaines viennent du royaume d'Arathi. Et même je dirais presque l'empire d'Arathi tellement c'était énorme. Et la lignée s'est brisée hein, au fil des années, etc., au fil des siècles. Chacun a pris son autonomie, mais à la base, et d'ailleurs c'était Stromgarde la capitale, et du coup, eh bien, lui, c'était il fait partie des derniers héritiers de la lignée royale des Arathi. Donc c'est aussi ce qui fait qu'il pèse un petit peu dans le milieu. Et Lothar donc, est bloqué dans la bataille des Hinterlands, hein, dans le front des Hinterlands. Donc c'est un front très très important, et dans le front des Hinterlands il y a évidemment Danath Trollbane qu'on reviendra sur lui plus tard. Mais Danath est assez important mine de rien dans la guerre, surtout dans l'extension, enfin dans l'année d'après. Du coup donc les Hinterlands c'est bloqué pour le moment. Pendant ce temps dans le front de Keltalas donc on a les dragons du clan Dragonmeau qui... Alors la capitale des elfes tient bon, Silvermoon, un lune d'argent tient grâce à ses barrières magiques, ses défenses magiques. Du coup les orques sont un petit peu bloqués, mais pendant ce temps bah, ils en profitent pour ravager le pays des elfes. Mais les défenses magiques tiennent bon, et ça c'est super important parce que les elfes petit à petit, puisque les troupes de la Horde sont parties vers l'ouest pour le siège de Lordaeron, eh bien les elfes vont mener des embuscades, notamment bah, Alleria Windrunner hein, qui est le chef des rangers elfes, va tout simplement mener des embuscades, mener des assauts qui vont briser un petit peu les rangs des orques. Mais pour le moment, eh bien, les elfes sont toujours mis en échec, ils sont toujours bloqués. Pendant ce temps aussi, j'en parlais, mais la guerre maritime pour le contrôle des mers continue, la marine de Kultiras, etc. Il y a énormément de batailles navales, les pertes sont énormes, mais ça tient quand même de chaque côté. Mais voilà, faut imaginer que les batailles navales continuent en permanence en fait. Pour avoir le contrôle des mers, je rappelle que le contrôle des mers c'est super important puisque les renforts que ce soit de la Horde et de l'Alliance peuvent garnir les autres fronts par la mer, le ravitaillement, etc., les armes, les munitions, tout ça, bah, ça transite principalement par la mer. En temps de guerre, justement, toutes les routes sont bloquées, etc. Donc on profite justement de la mer pour ce genre de choses. Donc c'est une guerre super importante. Enfin c'est une bataille, c'est un front super important. C'est même un front décisif dans le déroulement de la guerre. D'ailleurs en parlant de ce déroulement de la guerre, j'en parlais un petit peu avant, mais Kurdran, donc le chef des marteaux hardis de Wildhammer, les chevaucheurs de griffons, tout simplement les nains un peu écossais chevaucheurs de griffons, ils crient pas Freedom par contre, mais ils sont tout simplement là où les dragons frappent. Les dragons frappent en Keltalas, dans les Hinterlands et au niveau de la Grande Mer. Du coup, les chevaucheurs de les chevaucheurs de griffons vont être tout le temps dépêchés pour affronter les dragons. C'est le moment justement où Turalyon, qui tient aussi le front de Keltalas, reçoit les missives bien sûr comme quoi Lordaeron est assiégé. Lothar lui commande justement, lui dit il faut qu'on fasse quelque chose, et Turalyon n'a pas envie d'abandonner les elfes, surtout qu'il commence de plus en plus à être fortement attiré par Alleria. Mais du coup c'est vrai qu'il n'a pas envie d'abandonner les elfes qui sont leurs alliés, mais il n'a pas le choix. Il sait que si Lordaeron tombe, c'est la fin de la guerre. Mine de rien, faut bien comprendre que Turalyon c'est le bras droit de Lothar, c'est son disciple au niveau de la chevalerie, c'est son modèle, hein. Lothar est le modèle de Turalyon, c'est même plus que ça, c'est son mentor dans tout le commandement de l'Alliance. Donc vous avez des elfes, des nains, des gnomes, 7 nations humaines, etc. On a dit Lothar c'est le grand boss, c'est le numéro 1, c'est le grand commandant, le haut commandant de l'Alliance. Le numéro 2, c'est un Lordaeronien, c'est Turalyon. Donc Turalyon, il a... c'est vraiment, faut considérer comme un petit peu le fils spirituel de Lothar, puis on y reviendra plus tard. C'est d'ailleurs pour ça qu'il créera un groupe, une faction qui s'appellera les fils de Lothar. Mais c'est pas pour rien parce que il y a vraiment cette connexion entre les deux hommes. Il y a un énorme respect, un amour un petit peu comme un père pour un fils. Après Lothar entretient aussi ce rapport avec Varian, mais pour Lothar, pour Anduin Lothar, hein, je le rappelle, Turalyon c'est vraiment sa fierté, sa grande fierté. Et Turalyon de son côté veut être à la hauteur des attentes de Lothar. Et justement il va choisir donc d'abandonner Keltalas afin de sauver Lordaeron. Alleria restera pour défendre son foyer, mais le truc c'est que du coup il faut absolument protéger Lordaeron. Orgrim sait que le temps commence à bloquer, on va dire, il est complètement embourbé sur le siège de Lordaeron, et finalement eh bien, Turalyon va arriver avec sa cavalerie et avec tout simplement son grand contingent de Lordaeroniens de Keltalas. Alors Orgrim le sait, Orgrim sait que les renforts arrivent, il va petit à petit
lever le camp, lever le siège, mais il reste encore des troupes qui sont là pour éviter de se faire attaquer dans le dos, et elles vont être complètement détruites par Turalyon qui va arriver, qui va charger, qui va défendre la ville. Imaginez un petit peu Minas Tirith, hein, si vous voulez vous imaginez ça dans votre tête, mais c'est la charge des cavaliers qui brise les rangs orques, les orques se replient. Le gros des forces orques se replie, mais Turalyon libère la ville, sauve Lordaeron, et ça c'est super important, surtout qu'en plus c'est sa propre nation, hein, c'est son propre foyer. Donc il brise le siège de la Horde, et c'est super important parce que c'est à partir de ce moment-là que la guerre tourne en faveur de l'Alliance. Donc la contre-attaque va être menée par Turalyon, et on va pouvoir regarder la première carte, puisque Lordaeron donc a été récupéré, et va servir de base, va servir d'endroit tout simplement de contre-attaque. La contre-attaque va être lancée depuis Lordaeron. Ils vont reprendre, enfin Dalaran n'a jamais été vraiment occupé, mais ils vont se servir aussi de Dalaran et des mages de Dalaran qui étaient de toute façon... Les mages de Dalaran, il faut bien comprendre que les hauts elfes, les nains, etc. sont présents un petit peu partout. Mais il y en a un peu plus présents forcément, il y a plus d'elfes présents à Keltalas qu'ailleurs. Les mages de Dalaran c'est pareil, ils servent dans toutes les armées, sur tous les fronts. Et en l'occurrence donc les troupes de Lordaeron vont se ravitailler au niveau de Dalaran et vont reprendre donc les terres sud de Lordaeron, à savoir donc les contreforts de Haute-Brande, hein, Hillsbrad, et surtout ce qui est super important c'est que donc ils vont récupérer Hillsbrad dans un premier temps. Ce qui est important c'est que pour Turalyon, repousser les troupes à Hillsbrad, c'est les ramener à la mer et les forcer de se replier, et surtout ça sécurise les côtes de Lordaeron pour pouvoir construire des navires, pouvoir aider justement la marine de Kultiras, la marine de Lordaeron qui est toujours en bataille contre les troupes de la Horde. Donc c'est super important de repousser les orques sur le rivage. South Shore dans un second temps est récupéré comme je le montrais sur la carte. Donc South Shore, encore une fois, c'est un endroit stratégique très important. C'est le chantier naval des terres du sud de Lordaeron, et qui va être justement un des points d'accès, de ravitaillement pour toutes les forces sur tous les fronts de l'Alliance. Donc South Shore est reprise, et on va se servir de South Shore, Turalyon va se servir de South Shore pour attaquer bien justement le pied-à-terre de la Horde, à savoir Zuldar, qui est une base stratégique. Donc les trois grandes bases stratégiques de la Horde, je le rappelle, hein, mais dans la première partie j'en avais parlé, donc c'était Zuldar, Crestfall et Tolbarad. Donc la Horde a des grosses défenses au niveau de Crestfall, Tolbarad et Zuldar. Zuldar est une île au contrôle des Trolls Amani. Les trolls Amani, donc les chantiers navals trolls, vont être détruits par la marine de Lordaeron, qui est commandée tout simplement commandée par les troupes de Kultiras, par Daelin Prodmor, hein, le roi, le grand amiral de Kultiras, mais également par Turalyon avec la marine de Lordaeron. Donc ils vont conjointement attaquer Zuldar et détruire les chantiers navals trolls. Grâce à ça, ils vont pouvoir attaquer dans un second temps Tolbarad. Tolbarad qui était une île, je le rappelle, au contrôle de Stromgarde par le passé, qui était un poste avancé, qui servait vraiment, vous voyez en plus Tolbarad sur la carte, vous le voyez au niveau stratégique, c'est super important parce que c'est au cœur de la mer, c'est le noyau, peut permettre d'envoyer des troupes jusqu'à Stromgarde, à Khazmodan, au niveau d'Hillsbrad, etc. Donc c'est une île super importante. Turalyon va récupérer Tolbarad. D'ailleurs sur Tolbarad restait encore un petit peu de résistance de Stromgarde, il va rassembler tout ça. Et au final Tolbarad est récupéré pour l'Alliance. Et là c'est super important parce que Tolbarad, donc on l'a dit, Zuldar est tombé, donc les trolls sont mis en déroute. C'est un énorme coup dur pour la Horde, hein. La perte des chantiers navals de Zuldar c'est super important pour la Horde. Et à côté de ça donc Tolbarad va être dirigé. Turalyon, en récupérant Tolbarad, va tout simplement reprendre le contrôle du nord de la mer pour permettre, comme je le disais, de ravitailler, de remettre les lignes de ravitaillement contrôlées. En fait la mer est totalement contrôlée par l'Alliance. Avant c'était un petit peu partagé, un peu plus au contrôle de la Horde mais partagé. Maintenant c'est vraiment recontrôlé par l'Alliance. À côté de ça c'est surtout aussi la porte ouverte vers Khazmodan, hein, je vous remets la carte, mais la porte est ouverte vers Khazmodan, et Turalyon va tout simplement réutiliser la stratégie qu'Orgrim avait utilisé de son côté, c'est-à-dire qu'il s'était servi de Tolbarad comme, on va dire, point d'attaque, point d'accès pour Khazmodan. Du coup en récupérant Tolbarad, Turalyon va faire la même chose et va mener différents raids sur la côte de Khazmodan. Alors là on va s'arrêter ici, ce front là reprendra un petit peu après, mais au niveau de Tolbarad donc ça va être, c'est tout simplement des tournants de la guerre, dans la défaite de la Horde et dans la victoire de l'Alliance, puisque ça y est, le nord de la mer est contrôlé par l'Alliance, et ça c'est super important. Donc on l'a dit, Turalyon a repoussé tout ça, mais pendant ce temps, il y a la reconquête des Hinterlands du bassin d'Arathi, et on repousse les orques vers le sud jusqu'à Khazmodan. Donc ça c'est super important puisque c'est le front
de Lothar, je le disais, le haut commandant de l'Alliance, qui grâce à épaulé par Dana Trollbane, donc l'un des héritiers de la couronne de Stromgarde, va tout simplement, ils vont ensemble repousser, avec l'aide évidemment des nains Wellhammer et des hauts elfes présents dans la zone, ils vont repousser les orques vers le sud, et ça c'est super important puisque les orques perdent énormément de terrain. Lothar galvanise les forces en présence et va pousser la horde vers le sud. Alors il reste, on va remettre un petit peu la carte, mais il reste quand même des troupes orques, faut bien le comprendre, et on y reviendra après, mais il reste des troupes orques. Je vous rappelle, il y avait une forteresse orque qui avait été construite au niveau de Kerdaro et au niveau de la main de tir et de Kerdaro. Il peut pas pousser vers le nord, donc il essaye de repousser les orques vers Khazmodan. Donc il expose quand même ses arrières contre, je dirais, contre les troupes de la Horde. Mais d'un autre côté, les troupes de la Horde, elles sont fortement occupées avec le reste des troupes de Stromgarde, certaines troupes lordéroniennes et également les elfes de Keltalas, évidemment. Donc à côté de ça, donc les orques, comme j'ai dit, perdent du terrain et doivent battre en retraite vers Khazmodan. Le viaduc de Tandol, le passage entre le sous-continent de Lordaeron et Khazmodan, je rappelle, avait été détruit, mais il y avait eu des petits chantiers. Il faut imaginer que même si le pont en lui-même est détruit, les orques avaient reconstruit des ponts de fortune avec des trucs en bois, etc. Et ils vont passer ce viaduc, mais les troupes de l'Alliance vont les suivre, donc on n'a pas le temps de détruire le pont. Orgrim, pendant ce temps, puisque j'en ai pas parlé, mais Orgrim, pendant que Turalyon récupérait tout le sud de Lordaeron, Orgrim était poussé jusqu'à la mer. Et Orgrim, lui, il est en mode, bon, on est en train de perdre, il faut faire quelque chose. Et maintenant que j'ai perdu le contrôle des mers au niveau du nord, on va essayer de contre-attaquer au niveau de Khazmodan. On se fait enfoncer au niveau du nord de Khazmodan. On va essayer de contre-attaquer. Donc il avait fui à Tol Barad. Quand Tol Barad a été reprise, avant que Tol Barad soit reprise, au moment plutôt où la perte de Zuldar, Orgrim est parti en Khazmodan. Et il essaye de mener justement, avec une partie de ses troupes, de contre-attaquer quand Khazmodan est prise. Enfin, le nord de Khazmodan est récupéré. Donc au niveau de Dun Algaz, je vous remets la carte, au niveau de Dun Algaz, vous voyez. Donc au niveau de Dun Algaz, il va y avoir vraiment un front de guerre. Le front en fait des Hinterlands va se déplacer jusqu'à Dun Algaz, entre les troupes de l'Alliance et les troupes de la Horde, avec Orgrim qui est revenu parmi les siens. Le truc c'est que Orgrim justement, il veut repousser l'Alliance et reprendre le contrôle de Khazmodan et relancer l'attaque par Khazmodan, par la terre. Le truc, c'est qu'il a quand même besoin de renfort. Il a laissé beaucoup de troupes au niveau des mers pour essayer de contrer l'attaque de Turalyon. Mais du coup, il veut faire appel au front de Dun Morog, au front tout simplement de Kilrogg, qui était en train d'assiéger depuis des mois, même des années, Ironforge et Gnomeregan. Et le truc, c'est qu'il lui dit, bon Kilrogg, on a besoin de toi, viens maintenant. Maintenant que tu as ruiné ces deux villes, il faut que tu viennes. On a besoin de tes troupes pour pouvoir repousser l'alliance de Khazmodan. Le truc, c'est que Kilrogg, il n'était pas parti faire du ski au niveau d'Ironforge. Et Kilrogg, depuis quelques années, il est complètement bloqué. Comme je le disais tout à l'heure, les nains, ils ont beau être petits, et les gnomes aussi, ils tiennent bon. Les nains, faut savoir, les nains dans les Heroic Fantasy, ça a toujours été... certes, ils sont petits, mais alors ils tiennent debout. Ils ont des appuis assez incroyables. Et faut imaginer ça, la bataille pour la porte d'Ironforge, les nains, ils tiennent. Tous les assauts de la Orc s'empalent sur les défenses naines. Et au niveau de Gnomeregan, c'est un peu différent. Au niveau de Gnomeregan, c'est tout simplement, les gnomes sont des grands inventeurs et des grands artificiers, etc. Et du coup, ils se servent justement de ça pour repousser. Il y a des pièges, etc. Ils concèdent un peu de terrain dans Gnomeregan, mais au final les orques tombent dans des embuscades, ils doivent repartir, les gnomes reprennent leur position. Enfin, c'est pas tout à fait le même délire, mais dans tous les cas, le résultat est le même pour Kilrogg, c'est qu'il n'arrive pas à prendre Gnomeregan et il n'arrive pas à prendre Ironforge. Donc, il est complètement stationné et il dit Orgrim, je peux pas abandonner, je peux pas lever le siège, parce que si je lève le siège et que mon clan, parce que je rappelle que le clan de Kilrogg c'est le Bleeding Hollow, l'orbite sanglante, si jamais ils reviennent vers le nord pour aider le front justement du nord de Khazmodan, à ce moment là ils laissent leurs arrières ouvertes sur une contre-attaque des nains et des gnomes. Et ils pourraient du coup se retrouver entre le marteau et l'enclume. Les troupes de la Horde pourraient être massacrées à cet endroit-là. Donc Kilrogg, donc Orgrim le sait et il dit non, je pensais que t'étais un petit peu plus avancé dans ta conquête, mais du coup non, reste là, tu laisses te stationner et fais en sorte, maintenant c'est un peu plus défensif, c'est un peu à l'inverse, c'est à dire que maintenant le but de Kilrogg c'est de bloquer les nains et les gnomes le temps que la Horde remporte les attaques, et si jamais ça va mal, ça permettra de sécuriser une ligne
de fuite, une ligne de sortie pour les orques. Et justement, donc sur le front de l'Est, Danath Trollbane, donc je disais l'un des héritiers de la couronne de Stromgarde. Donc imaginez que, comme j'ai dit, Lothar c'est un peu Aragorn, Danath c'est un peu Boromir. C'est en fait le roi de Stromgarde, c'est pas le roi des Arathi, c'est le roi, en fait c'est comme l'intendant pour le Gondor, si ça peut vous aider à comprendre un petit peu le délire. Du coup c'est un peu Boromir Aragorn, c'est le front Boromir Aragorn, et Danath, comme Boromir est un guerrier exceptionnel, et il va essayer de... Je rappelle que c'était lui qui tenait Dun Algaz et il s'est fait booter hors de Khazmodan avec les défenses de Stromgarde. Je rappelle que aussi les défenses de Stromgarde ont été coupées en deux, certaines sont en Hinterland, les autres sont restées aux alentours de Stromgarde. Et du coup, eh bien, Danath va, avec Lothar, évidemment épaulé par Lothar, continuer à tenir les orques en respect au niveau de Dun Algaz. Et ça c'est super important parce que là on reprend le front de Turalyon. Donc je vais remettre la carte pour que ce soit plus simple avant de vous perdre. Donc les troupes, je le rappelle, de Turalyon qui étaient au niveau de Ménéthil. Donc ça y est, Tol Barad a été conquis. Donc là on est au niveau à peu près en même temps. Il faut bien comprendre que les fronts commencent en même temps, sachant qu'il y en a un autre front qui continue au nord, mais on y reviendra après. Donc Tol Barad avait été conquise. Il y a des attaques sur le port de Ménéthil, donc encore une fois les chantiers navals de la Horde sont détruits. Et la Horde est bloquée au niveau de Dun Algaz et arrive à bloquer l'attaque de l'Alliance. C'est le moment où Turalyon, au niveau de Tol Barad, va diviser ses troupes. Donc certaines restent pour mener des attaques au niveau de Crestfall, mais ça n'aboutit pas. Crestfall c'est la position fortifiée de la Horde, donc pour le moment il n'arrive pas à la récupérer. Donc Turalyon, avec une partie de son contingent, va partir vers le nord, donc au niveau de Stromgarde et d'Arathi, maintenant que Lothar a gagné, pour justement briser le siège de Keltalas. Il avait abandonné les elfes, cette fois il va venir en aide. Mais pendant ce temps il a un plan pour aider justement son mentor, il a un plan pour aider Lothar, parce qu'il sait que les orques et maintenant encore Grimm s'est retranché à Dun Algaz, ça va être très très compliqué. Donc ce qu'il va faire, c'est tout simplement qu'il va envoyer une troupe d'élite, donc avec faut imaginer des rangers elfes, des rangers hauts elfes, des nains, des gnomes, des humains évidemment, qui vont mener une petite guérilla, ils vont mener des raids. Alors encore une fois, Turalyon se sert justement, s'inspire de ce qu'avait fait Orgrimm au début de la guerre, et il va justement mener ses propres raids sur la côte de Khazmodan pour détruire les installations maritimes de la Horde, mais également feinter un petit peu un débarquement à certains endroits, et il va lancer cette troupe d'élite au niveau de Grim Battle. Alors Grim Battle, je le rappelle, c'est l'endroit... C'est une des forteresses, si ce n'est la deuxième forteresse de la Horde, puisque la grande forteresse de la Horde c'est Blackrock, le mont Blackrock, mont Roche Noire. Mais Grim Battle, c'est tout simplement le fief du clan Dragonmaw, donc là où Alexstrasza est malheureusement retenue en otage et prisonnière et violée constamment pour accoucher de bébés. Je vous laisse aller voir l'histoire d'un héros d'Alexstrasza, mais en gros elle est bloquée ici et c'est le fief des Dragonmaw, du clan Dragonmaw. Et justement Grim Battle c'est le cœur des troupes de la Horde pour ravitailler les troupes de Kilrogg et justement ravitailler les troupes d'Orgrimm au niveau de Dun Algaz. Du coup ce qui va être fait, alors ils vont pas reprendre Grim Battle, la forteresse de Grim Battle restera inviolée jusqu'à la fin de la deuxième guerre. C'est à dire que Grim Battle ne tombera jamais aux mains de l'Alliance. Mais, donc un peu comme Ironforge du côté de l'Alliance. C'est un peu la Ironforge de l'Alliance, enfin Ironforge de la Horde, Grim Battle. Mais le truc c'est que, vous le voyez, il y a un lac, alors on sait pas trop du coup dans WoW ce que c'est. Est-ce que c'est les terres du crépuscule où il y avait justement on voit des mers, on voit des endroits où il y avait de l'eau mais qui a été asséchée. Est-ce que c'est le Loch Modan? Difficile de savoir, mais en tout cas cet endroit là, donc cette mer intérieure, cet immense lac, même s'il est plus petit que Daromer et Lordamer en haut, mais cette mer intérieure est riche comme tout Khazmodan, c'est pour ça qu'elle est nain, est très riche en matières premières et c'est là où il y a énormément de raffineries de pétrole pour l'effort de guerre de la Horde. Et en l'occurrence cette troupe d'élite envoyée par Turalyon, qui n'est pas commandée par Turalyon, je rappelle Turalyon est reparti vers le nord, mais ces troupes là envoyées par Turalyon vont saboter les raffineries de la Horde, détruire les raffineries. Et ça c'est super important puisque ces raffineries là, déjà Orgrimm va devoir envoyer des troupes pour essayer de défendre Grim Battle, ce qui va réduire justement l'impact de la Horde au niveau de leur contre-attaque, ce qui va briser la contre-attaque de la Horde et qui va permettre à Lothar et Danath de repousser les orques encore plus vers le sud et de récupérer finalement Khazmodan. Grim Battle ne sera jamais récupéré, je le rappelle, mais avec cette bataille, en fait l'attaque de Grim Battle, l'attaque des raffineries autour de Grim Battle va être super importante pour l'Alliance, puisque les raffineries, donc c'était l'effort de guerre
maritime, donc c'est ce qui permettra finalement de gagner la guerre maritime, mais j'y reviendrai après, et surtout de permettre à l'Alliance de continuer son avancée dans Khazmodan. Donc voilà pour cette mission qui sera super importante. Donc comme on l'a dit, victoire pour le moment éclatante de l'Alliance, même si ce n'est pas fini. Et à ce niveau là, on va pouvoir attaquer. Donc ça c'est justement ce que je disais, les forces de Turalyon qui ont mené des raids sur Khazmodan, les raffineries qui tombent. Et finalement les orques prennent une sacrée peignée. Et Orgrim est obligé de battre en retraite. Et c'est là justement que Kilrogg va avoir un rôle très important, parce qu'il va permettre la fuite des orques vers le sud, puisqu'ils se font enfoncer au niveau du nord. Donc tous les orques les orques sur le front est commencent à repartir, se fortifier on va dire au niveau de Blackrock, donc de la montagne, le QG des orques pendant la seconde guerre. Donc maintenant Turalyon, comme je l'ai dit, a permis l'avancée bon, ça se fait sur des mois et des mois, c'est pour ça que je ne l'affiche pas sur la carte, mais pour que vous compreniez bien comment avance le front. En l'occurrence, donc Turalyon va remonter au niveau, donc vous voyez le point 8 au niveau de la main de tir. Il va tout simplement repartir, donc rallier un petit peu les troupes de Stromgarde, menées par le roi Thoras Trollbane. Donc je rappelle que les troupes de Stromgarde, il y en a dirigé par Danat au niveau de Khazmodan. L'autre partie qui avait été coupée en deux, c'est le roi de Stromgarde lui-même, Thoras Trollbane. Donc qui va avoir ses troupes qui sont un petit peu assiégées. Stromgarde n'est pas tombé, Stromgarde a été brûlé, Stromgarde a été pillé, mais Stromgarde n'est pas devenu une place forte de la Horde. Donc les Stromgardiens reprennent, gardent le contrôle de Stromgarde, reprennent un petit peu les positions. Turalyon aide justement les troupes de Stromgarde et ils vont remonter au niveau de la main de tir. Alors la main de tir, c'est justement ce triangle entre Stratum, Cardaro et la main de tir, c'est la forteresse, c'est les forteresses justement de la Horde au niveau du nord-est pour mener l'attaque à Keltalas, etc. Donc au niveau de la main de tir, ce qui est très important, c'est qu'elle va être libérée. Donc on voit Turalyon et les paladins, fallait que je vous le rappelle, mais les paladins ont été créés lors de la deuxième guerre, je reviens pas dessus, j'en ai parlé dans la partie 1, mais là on voit que les paladins ont un rôle énorme à jouer, déjà pour affronter les chevaliers de la mort, mais à côté de ça ils soignent les troupes, ils ont un rôle super important au niveau du moral, au niveau de leur impact, les paladins ils tapent fort mine de rien, et à côté de ça donc ils vont mater aussi une rébellion au niveau de la main de tir. Donc il y a les troupes de la Horde, mais il y a également une rébellion paysanne, faut le rappeler, mais c'est la guerre. Orgrim avait attaqué pendant l'hiver, donc il y a eu des famines, etc. Enfin, ça j'en ai pas trop parlé, mais Orgrim avait attaqué l'hiver. Il faut bien comprendre que s'il attaque l'hiver, il peut récupérer les moulins à grains où on stocke justement toutes les céréales, etc. Du coup, c'était super important et c'est ce qui fait qu'Orgrim a pu avancer aussi vite aussi. Du coup, il y a des paysans justement, faut pas l'oublier, mais même chez les humains il y a des problèmes. Et en l'occurrence il y a certains paysans qui commencent à mourir de faim, etc. Et du coup il y a des rébellions paysannes au niveau de l'est de Lordaeron. Et c'est là qu'on voit que c'est pas forcément que les gentils contre les méchants, puisque Turalyon et les troupes de l'Alliance vont mater cette rébellion paysanne en tuant les paysans contestataires. Alors certains vont rester fidèles à l'Alliance, mais c'est juste qu'ils gueulent et ils ont raison. Du coup Turalyon va libérer la main de tir et pouvoir permettre de redonner la nourriture, etc. Mais en fait une partie de ces paysans en colère sont tout simplement instrumentalisés par Alterac. Je vous rappelle qu'Alterac c'était la nation qui avait trahi l'Alliance. Sauf que pour le moment personne ne sait qu'Alterac a vraiment trahi. On se dit mais comment la Horde est passée par les montagnes, Alterac... Mais ils se rendent pas compte, ils savent pas trop comment ça se passe. Ça se trouve ils se sont dit bon Alterac a été détruite peut-être par la Horde, ils savent pas trop. Et au final donc les paysans ont été on va dire, les émeutiers ont été soutenus par Alterac. Donc ça c'est super important et on commence à voir un petit peu l'entourloupe. On se dit mais ok Alterac, déjà ils ont laissé passer Orgrim. Après on savait pas trop ce qui se passait, mais maintenant on voit justement des émeutiers, tout ça. Commence à y avoir des problèmes Mais au final donc les troupes locales, ce qui est important c'est qu'encore une fois Turalyon va continuer de libérer les troupes, libérer les troupes de l'Alliance et permettre de rallier les troupes locales pour affronter la Horde. La Horde bat en retraite. Le problème c'est comme je vous l'ai dit, Lothar il a continué vers le sud, donc la Horde ne peut pas, cette partie là de la Horde ne peut pas fuir vers le bas, vers le sud. Elle ne peut pas fuir vers le nord puisqu'il y a les elfes et ils sont bloqués au niveau de Silvermoon. Ils peuvent pas aller vers l'ouest. L'Alliance les a bloqués, donc ils peuvent peut-être essayer d'aller vers Alterac et on verra qu'Alterac ce sera leur seule porte de sortie. Mais le truc c'est que on se rend compte petit à petit qu'Alterac soutient l'effort de guerre de la Horde. Uther Lightbringer, donc Uther... je ne peux pas. Uther Lightbringer... porteur de lumière en français, donc Uther Lightbringer va justement diriger les forces locales de Lordaeron.
et va justement mener l'attaque. Donc je vais vous remettre la carte, mais la bataille de Cair d'Aro, donc c'est une bataille navale, hein, je rappelle c'est une mer d'Aromer, le lac de Daromer c'est une véritable mer intérieure, et il y a une bataille navale pour reprendre l'île de Cair d'Aro où se tient la forteresse de la Horde dans la région. Et du coup Uther va justement diriger les troupes pour Turalyon, pendant que Turalyon va de son côté lui récupérer Keltalas avec Aléria, enfin libérer Keltalas avec Aléria et repousser les trolls, etc. Uther lui va récupérer la bataille, enfin va gagner la bataille de Cair d'Aro, mais le truc c'est qu'il y a un blocus donc de la Horde qui est fait pour bloquer, enfin, c'est un blocus hein, donc le but c'est de bloquer évidemment, mais ils vont briser le blocus. Et surtout ce qui est super important c'est qu'ils se rendent compte que il n'y a pas que des orques, il n'y a pas que de la marine orque, donc je rappelle qu'il y a des navires orques, navires trolls principalement, des juggernautes ogres et des tortues de guerre gobelins. Donc il y a un peu de tout, mais il y a également des bateaux. Il y a une partie de la marine Alterac qui est présente ici. Alors Alterac c'est une... je rappelle que Alterac c'est une ville... C'est un royaume montagneux, donc ils n'ont pas accès à la mer, mais ils avaient quand même des troupes de corsaires, on va dire, des pirates d'Alteraki qui sont aux ordres du royaume de la couronne d'Alterac. Et du coup, la marine Alteraki, elle est très faible, hein, c'est rien du tout. De toute façon, Alterac a toujours été le royaume le plus faible des 7, mais ici, on a de la marine Alteraki présente à Cair d'Aro. Et Uther s'en rend compte, Uther en fait part à Turalyon, et là, à ce moment-là, on se dit, mais, ok, donc Alterac nous a trahis, c'est certain. Donc les marins d'Alterac vont être emprisonnés. On va les soumettre à la question, comme dit le narrateur dans Warcraft 2, c'est-à-dire la torture, hein, tout simplement. Ils vont être torturés et on découvre en fait, on découvre le poteau rose. Alterac soutient l'effort de guerre de la Horde depuis très longtemps. Et le roi Thoras Trollbane que vous voyez là, alors c'est pas un vrai artwork officiel de Thoras Trollbane, mais il y en a quasiment pas. Du coup je me suis dit que celui-là représentait bien, on va dire, le côté spartiate, gondorien je dirais des Stromgardiens. Et du coup le roi Thoras Trollbane, le roi... Alors lui par contre, contrairement à Terenas, lui c'est un combattant, hein. C'est un peu le... Faut imaginer un peu le Léonidas, hein, le Léonidas du Moyen-Âge, je dirais. Donc tout simplement le chef spartiate. Mais du coup il vient prendre le contrôle du reste de son armée. Je vous rappelle qu'il avait été bloqué au nord, qui avait été coupé des lignes justement de Danat. Et du coup, Thoras va prendre le contrôle de son armée et les diriger vers Alterac, aux côtés de Turalyon. Et ils vont tout simplement pacifier la zone en battant l'armée d'Alterac. Alors ils vont également faire appel à certains résistants d'Alterac qui ne soutiennent pas justement Aidan Perenol, le roi d'Alterac qui a pris parti pour la Horde. Du coup, finalement Alterac va être pacifié. Les orques, ils brisent aussi l'élan des orques qui étaient ceux qui ont perdu contre Uther et Turalyon, partaient vers l'ouest, se réfugier soit à Zulaman, soit vers l'est, donc vers Zulaman et les provinces trolls, soit vers les montagnes d'Alterac pour trouver refuge chez leurs alliés. Et du coup Thoras coupe cette ligne là. Certains orques vont quand même réussir à trouver refuge dans les montagnes, hein. Je rappelle que dans ces montagnes là, depuis la première guerre, il y a des orques qui y sont. D'ailleurs c'est eux qui avaient donné des infos, qui avaient donné beaucoup d'infos quand même à Orgrim, même s'ils n'ont pas fait partie de la Horde d'Orgrim Doomhammer, mais ils étaient quand même présents pour donner... Ils font partie des éclaireurs, je dirais, de la Horde. Et il y a également des trolls Amani, etc. présents sur place. Mais du coup, il y a le clan Frostwolf, le loup de givre en français, les clans Frostwolf qui est présent. Et bien sûr, c'est là aussi où le clan Blackrock, une partie du clan Blackrock va être bloquée ici et va se réfugier dans les montagnes. Et d'ailleurs, Arthas les affrontera dans la 3e guerre. Du coup... Les orques sont mis en déroute dans le nord. Thoras Trollbane va pouvoir rejoindre Lothar et ses troupes, ainsi que renforcer les troupes de Turalyon. Et là on va pouvoir continuer sur la carte quasiment de fin, puisque les troupes de Turalyon vont repartir en Lordaeron avec les prisonniers Alteraci. Ils vont repartir au niveau de South Shore pour rejoindre Tol Barad. Les troupes de Stormguard vont maintenant Thoras va renvoyer des troupes pour aider l'assaut sur Khazmodan, mais une partie va rejoindre Turalyon et les derniers Stormgardiens, je le rappelle, qui avaient été bloqués à Tol Barad. Donc vous voyez, ces deux fronts vont continuer et la marine de l'Alliance va attaquer la dernière place forte de la Horde au niveau de la Grande Mer, à savoir Crestfall, qui est la grande forteresse de la Horde pendant cette 2e guerre au niveau maritime. Même s'il y avait Zuldar et Tol Barad, c'était surtout, tout le monde s'est barricadé au niveau de Crestfall. Zuldar était l'avant-poste de la Horde, mais Crestfall, finalement tout le monde toute la marine de la Horde s'est réfugiée ici, donc ils ont vraiment barricadé la zone. Ça va pas être simple pour l'Alliance, mais finalement après une
une bataille terrible, après une bataille navale terrible, et bien l'Alliance va finalement repousser les dernières, va détruire tout simplement les installations maritimes. La conquête maritime de l'Alliance est faite, ça y est, elle se jouait à Crestfall et elle est gagnée. Donc une bataille décisive dans l'effort de guerre, puisque l'Alliance, eh bien, coule une grande partie de la flotte de la Horde. Certains bien sûr vont réussir à partir vers l'est, rejoindre les troupes d'Orgrim qui sont en train de se replier sur Blackrock. On est sur l'avant, là vous sentez qu'on est sur la fin de la guerre, puisque ça y est, l'Alliance a bouté les orques hors de la mer. Maintenant les orques sont obligés de se barricader, sont enfermés au niveau de Blackrock, se fortifier justement au niveau de la montagne de Blackrock. Et c'est le moment justement pour lancer le coup de grâce, puisque je le rappelle, pendant ce temps, au niveau de la carte, comme je vous l'ai montré, c'est pour ça qu'il y a 12 à Crestfall et 12 au niveau d'Ironforge et Gnomeregan, puisque dans le même temps, pendant que le front ouest récupère Crestfall et détruit la marine de la Horde, au niveau de Khazmodan, c'est le moment justement que je vous avais évoqué. Grim Battle reste inviolé, reste au contrôle de la Horde, mais de toute façon ils sont assiégés, ils peuvent rien faire. Eh bien, ils vont pousser vers le sud. Kilrogg doit repartir avec Orgrim vers Blackrock, ce qui fait qu'Ironforge et Gnomeregan sont libérés. Les nains et les gnomes vont continuer, enfin, le gros des nains et des gnomes vont renforcer les troupes de l'Alliance, et tout le beau monde va justement conjointement tout simplement conjointement aller vers Blackrock pour lancer le siège de la forteresse de la Horde dans la montagne. Donc c'est le moment super important, puisque il y a justement cette jonction qui est faite entre les deux fronts. Et là c'est la bataille finale, c'est la bataille ultime évidemment qui va se jouer. L'ultime bataille de la seconde guerre, la bataille de Blackrock, bataille de Roche Noire, bataille de Blackrock qui va se jouer. L'Alliance évidemment arrive en nombre, arrive en force. Le siège de Blackrock est dirigé évidemment par le haut commandant de l'Alliance, à savoir Lothar, Anduin Lothar, hein, je rappelle, Anduin Lothar, c'est pour ça que le fils de Varian s'appellera Anduin plus tard, hein, c'est justement en l'honneur de Lothar. Et on prépare, en fait, l'Alliance, de toute façon, a le nombre. L'Alliance a le nombre, les armes, tout pour assiéger Blackrock. Ils savent que le siège va être très long, ils s'attendent à des grosses défenses de la Horde, ils n'ont jamais réussi à récupérer Grim Battle, donc ils se disent Grim Battle c'est la deuxième plus grande forteresse de la Horde, donc Blackrock on va y être pour un moment, mais ils sont enfermés, ils peuvent pas sortir de toute façon, donc c'est presque échec et mat. Maintenant il faut juste qu'on tienne bon, et on a le nombre, on a les forces, on a les armes, donc il n'y aura pas de problème, et c'est pour ça que Lothar, ainsi que Turalion, Dana, tout le monde arrive justement à Blackrock, et on se prépare à un siège très très long. Il faut bien comprendre ça. Il se prépare à un long siège, ce qui est tout à fait normal, hein. Stratégiquement c'est tout à fait normal. D'ailleurs pour la petite anecdote, Lothar était tellement bon, même si Orgrim est meilleur, mais Lothar était tellement bon qu'il va y avoir des manuels de stratégie qui sont utilisés pendant la 3ème guerre et dans World of Warcraft plus tard, dans l'histoire de World of Warcraft, par justement les grands commandants lisent les traités de stratégie. Il faut imaginer un petit peu comme l'art de la guerre façon là au-dessus. Et Lothar a écrit ça pour les nations de l'Alliance. Donc c'est quand même un très grand cerveau, c'est un très grand stratège. Le truc c'est que dans cette bataille d'esprit, bah, il a un sacré client en face puisque c'est Orgrim. Du coup Lothar prépare le siège et ça se prépare plutôt bien. Sauf que Orgrim sait qu'il est acculé, c'est qu'il est bloqué au niveau de Blackrock. Donc Orgrim doit absolument... il sait que c'est quasiment fini, ça sent le sapin comme ça sent le sapin on va dire pour la Horde. Donc il faut faire quelque chose, il faut tenter quelque chose, parce que sur le long terme il sait qu'il perdra ce siège. Les orques sont pas forcément, contrairement aux nains etc, les orques ont un petit peu plus de mal à tenir les défenses. Bon, Grim Battle c'est une ville naine à la base, donc c'est vrai qu'ils ont réussi à bien barricader, puis le fait qu'il y ait des dragons ça aide énormément aussi. Mais du coup les orques, Orgrim sait que même s'il va retarder l'inévitable, il sait que plus tard il va perdre. Du coup, eh bien il va tenter, il va faire le truc que personne n'attend, c'est-à-dire qu'il va surprendre l'Alliance en faisant une sortie sur Blackrock et en chargeant les lignes de l'Alliance. Mais ce n'est pas un assaut débile, donc il faut imaginer un peu le gouffre de Helm, vous savez, où à la fin on se dit de toute façon on est condamné, il faut sortir et tenter le baroud d'honneur, je dirais. Le truc c'est que Orgrim, lui, il est pas en mode oui on va faire un baroud d'honneur et advienne que pourra. Non, c'est pas ça. Orgrim il a un but, c'est toujours très raisonné, très stratégique. Il sait qu'ils sont inférieurs en nombre, qu'ils sont complètement bloqués, l'Alliance les tient comme des rats. Donc Orgrim va tout simplement avoir un plan de bataille, c'est surprendre pour pouvoir mener l'assaut. Et une fois que cette surprise, la surprise est passée, il faut profiter de cet effet de surprise pour attaquer le QG de l'Alliance et à tuer la tête, un coup décapité je dirais, le haut commandement de l'Alliance, à savoir
tuer Anduin Lothar. Donc c'est le but d'Orgrim. Il veut justement briser le rang, briser les rangs de l'Alliance, arriver au niveau de... Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien d'ailleurs. L'Alliance est complètement surprise. Orgrim avait justement envoyé des éclaireurs, etc. pour savoir. Il attaque... je crois que c'est une attaque de nuit d'ailleurs. Enfin, il attaque... la bataille, de toute façon, dure plusieurs jours. Mais la bataille commence de nuit. L'attaque surprise est foudroyante. L'Alliance ne s'en rend pas compte. Et finalement, eh bien, justement, le stratège a encore frappé, puisqu'il va réussir à arriver jusqu'au QG d'Anduin Lothar. Et il va y avoir un duel qui va commencer entre les deux guerriers. Et Orgrim va battre Anduin Lothar. Alors il faut bien comprendre, parce que oui, Lothar est assez âgé évidemment, mais Orgrim n'est pas non plus tout jeune. Mais le truc, c'est que Anduin Lothar, c'est tout simplement la fine fleur de la chevalerie humaine dans le monde de Warcraft, il faut bien le comprendre. Donc même s'il est assez âgé, c'est un guerrier émérite. Il est admiré par ses troupes. Il y a vraiment une... C'est ça, c'est une révérence complète envers Lothar. Et Lothar est un très très grand chevalier, un vétéran de la première guerre. Et puis Orgrim et Lothar se sont affrontés en plus, Doomhammer et Lothar se sont affrontés pendant la première guerre. Et du coup Orgrim, comme pour la première guerre, il va encore une fois prendre le dessus sur Lothar et va réussir à battre Anduin Lothar en duel. Il va briser son épée d'un coup de marteau et il va finalement tuer Anduin Lothar en duel. Et là justement c'est le moment qu'Orgrim espérait, puisque les orques, en voyant leur chef battre le chef ennemi, s'enorgueillissent. Ils crient, c'est des cris de guerre et c'est victoire. Et ils vont justement rentrer dans une rage de berserker, puisqu'ils ont été complètement enhardis par la victoire d'Orgrim. C'est ce qu'Orgrim attendait. De l'autre côté, les alliés sont complètement détruits, tétanisés sous le choc. Lothar, le haut commandant de l'Alliance, le dernier de la lignée des Arathi, etc., le régent d'Azeroth et tout, il se fait tuer en 1v1 par Orgrim. Et là c'est le moment où les troupes de l'Alliance se disent mais ça y est, c'est perdu en fait. C'est terrible, et c'est le moment justement qu'Orgrim attendait, encore une fois. Et on se dit bah ça y est, la Horde va peut-être se servir de cette bataille pour briser le siège et faire un petit peu comme ce qui s'était passé au niveau du siège de Lordaeron. On se dit, l'Alliance se dit ah non c'est pas possible. Au moment où on allait asséner le coup fatal, coup final même, eh bien Orgrim détruit ça et va permettre à la Horde de gagner et peut-être de reprendre les terres, de pouvoir attaquer. Parce que là c'est une déroute qui est en train de se passer pour l'Alliance, mais c'était sans compter. Donc les orques chargent de manière furieuse et c'est un véritable carnage. Les troupes de l'Alliance commencent à être balayées, mais c'était sans compter un homme, le plus grand des paladins de l'histoire de Warcraft, Turalyon. Turalyon, mesdames et messieurs, le fils spirituel de Lothar, le padawan, j'ai envie de dire, le disciple de Lothar, le bras droit de Anduin Lothar, va justement le lion, tout simplement l'apprenti du lion d'Azeroth, puisque c'est le surnom d'Anduin Lothar. Turalyon est ivre de colère quand il voit Orgrim tuer Lothar, et il va ramasser l'épée. Ça fait un petit peu Isildur, hein. Ça fait vraiment la bataille Ça fait vraiment la bataille un petit peu contre Sauron. Sauf que là Sauron c'est Orgrim, mais Turalyon récupère l'épée justement de Lothar, va rallier les troupes de l'Alliance. Alors ce qui est intéressant c'est que l'épée est cassée hein, comme je vous l'ai dit, mais il va, avec la lumière etc, il va reconstruire en gros, enfin l'épée va devenir une épée de lumière, une épée en feu, et il va rallier les troupes de l'Alliance, il va faire ses cris de guerre, il va dire troupes de l'Alliance, enfin on sait pas trop ce qu'il dit mais il va dire, voilà, imaginez troupes de l'Alliance, vengeons Lothar. Et il va relancer, il va contre-attaquer les troupes de l'Alliance en voyant justement l'exploit de Turalyon, enfin l'exploit, justement en voyant le Turalyon qui est presque l'avatar de la lumière en train de diriger les troupes. Et bien ils vont finalement, le moment, en fait, ils étaient tous sous le choc, c'est le moment en fait où ça les réveille et finalement eh bien, les mots de Turalyon vont faire mouche. L'Alliance va finalement réussir à contre-attaquer et il va y avoir un nouveau duel entre Orgrim et Turalyon, et cette fois c'est Turalyon. Orgrim était déjà assez fatigué de son duel contre Lothar. Turalyon est complètement ivre de rage et il va eh bien, cette fois battre en duel Orgrim Doomhammer. Orgrim Doomhammer va être capturé, et avec la capture d'Orgrim Doomhammer, eh bien, Orgrim, son plan de bataille c'était décapiter le serpent, je dirais, détruire le chef de l'Alliance pour qu'on puisse gagner. Finalement Turalyon jusqu'au bout aura retourné les plans d'Orgrim utilisé les plans d'Orgrim qui ont été couronnés de succès
contre lui-même, puisque là cette fois, alors il ne tue pas Orgrim, malgré sa rage il ne tue pas Orgrim, il le capture, enfin il le blesse bien quand même, hein, mais il le capture, et justement la capture d'Orgrim eh bien, va cette fois détruire, tétaniser les orques, les trolls, les ogres et les gobelins, et cette fois eh bien c'est l'Alliance justement eh bien, qui va détruire petit à petit les troupes de la Horde. Les troupes de la Horde sont mises en déroute. Pendant ce temps, parce qu'il faut imaginer que c'est une bataille énorme, et bien sur un des fronts de cette bataille, Uther Lightbringer, hein, que vous voyez ici, le cher Uther, qui avait mené la conquête de Cardao. Alors là c'est une image où il est plutôt jeune, hein. Tout à l'heure elle était un peu plus vieille parce que j'avais pas d'autres images malheureusement. Mais il faut imaginer qu'Uther est beaucoup plus jeune. Je rappelle que Uther est roux, hein, parce qu'on le connaît maintenant sous les cheveux blancs, etc. Mais Uther est roux avec des yeux verts, hein, ne l'oubliez pas. Et du coup Uther eh bien, va diriger justement certains de ses paladins de la main d'argent. Je rappelle la main d'argent c'est les paladins en fait, les 5 paladins qui ont créé la main d'argent, c'est l'ordre de paladins, l'ordre de chevalerie pour la lumière. Et il va mener les troupes de la main d'argent ainsi que certaines troupes, enfin, c'est un des commandants tout simplement, et il va mener ses troupes contre un clan orc. Donc je vous laisserai bien sûr aller voir l'histoire d'un héros sur Samuro pour avoir un peu plus de détails et comprendre un petit peu le clan Burning Blade. Mais le clan Burning Blade ne fuit pas contrairement aux différents clans orcs. Par exemple, j'y reviendrai après, mais Kilrogg fuit avec le clan Bleeding Hollow dans les montagnes, le clan Blacktooth Grim, donc Rain et Maim, Black End sont mis en déroute et vont se réfugier dans les montagnes près de Blackrock. Ah non, pardon, d'ailleurs Kilrogg, donc Kilrogg c'est pas dans les montagnes qui fuit, c'est vers les marais, donc les marais des Lamentations, donc au nord-est, puisqu'ils sont, enfin, faut imaginer que la retraite se fait en catastrophe, hein, chacun fuit comme il peut. Beaucoup d'ogres vont repartir, certains ogres avaient été coupés aussi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ogres dans les montagnes d'Alderac, mais voilà, tout le monde fuit comme ils peuvent, beaucoup de la Horde vont fuir vers la porte des ténèbres, mais le clan Burning Blade lui tient bon. Ils sont complètement exaltés par le sang et la guerre. À l'époque ce ne sont pas les maîtres lames qui arrivent à garder leur sang-froid, les zen maîtres lames, les grands généraux de Thrall. Non, là à l'époque c'est des brutes sanguinaires, là ils sont vraiment dans une folie furieuse et les troupes de l'Alliance, même en supérieur en nombre, vont avoir un mal fou à les tomber, et les membres de les orques du clan Burning Blade vont tenir et vendre chèrement leur peau. Le truc c'est qu'ils fuient pas, ils n'ont pas de reddition, pas de survivants, et finalement eh bien, ils vont être massacrés. Uther n'a pas d'autre choix, enfin en vrai si, mais Uther va les massacrer. C'est là où on voit que les paladins c'est pas non plus... C'est pas la gentille lumière. Uther va massacrer parce qu'ils ne veulent pas se rendre. Du coup Uther va les massacrer quasiment jusqu'au dernier. Finalement certains orques vont être on va dire bloqués, comme par exemple Samuro, hein, le grand Samuro va être vaincu, et il va être, faut imaginer, le mec a envie de se battre encore mais il est maintenu au sol par 10 fantassins et en mode arrête de bouger. Et finalement il y a quelques survivants du clan Burning Blade qui deviendront les grands généraux et la garde personnelle de Thrall dans la 3ème guerre. Mais ça je vous laisse aller voir l'histoire de Samuro et l'histoire de la 3ème guerre. Du coup le clan Burning, c'est un des moments marquants puisque les orques du clan Burning Blade sont massacrés quasiment jusqu'au dernier. Les troupes de la Horde fuient comme je le disais. Certes, la plupart, pendant que Kilrogg repart vers les marais avec son clan, pendant que les clans, enfin le clan Blacktooth Grim, donc les orques, qui d'ailleurs plus tard deviendront la Horde Noire, la Horde Black... ce qui est marrant c'est que c'est plus des Blackrock, mais à la base c'était des Blackrock. Et du coup quand... avec le futur, eh bien, Rend et Maim deviendront la Horde Noire, la Horde de Roche Noire, la Horde Blackrock. Et du coup, eh bien, eux, ils vont justement se cacher dans les montagnes. Blackrock est occupé maintenant par l'Alliance. Mais bon, le gros des troupes de la Horde fuit. Alors, je rappelle, il n'y a pas que des orques, hein, parce que là, on voit des orques. Mais le gros, si je dis bien les troupes de la Horde, c'est pas pour dire les orques. Il y a des trolls, des gobelins et des ogres qui vont fuir par la porte des ténèbres. C'est ce qui va expliquer pourquoi il y a des trolls, justement, des forêts, des gobelins et des ogres sur Draenor. Non, des ogres ils sont déjà présents sur Draenor, mais les gobelins et les trolls qui sont originaires d'Azeroth eh bien, vont rejoindre le monde de Draenor par la porte des ténèbres. Du coup, là c'est un peu encore une fois le gouffre de Hell, mais c'est quand les orques fuient, mais là c'est le même délire, ils sont pourchassés par Turalyon et ses troupes, puisque c'est maintenant Turalyon qui mène les troupes de l'Alliance, et ils vont eh bien, capturer et massacrer les fuyards et les pousser jusqu'à la porte des ténèbres. À cet endroit-là, à ce moment-là, eh bien, la porte des ténèbres va être scellée par l'archimage Khadgar, l'un des plus grands magiciens humains, enfin tout court en fait, même l'un des plus grands magiciens du monde de Warcraft, qui va
eh bien, détruire le portail, et c'est comme ça que l'Alliance va finalement gagner la deuxième guerre. Alors je rappelle, la deuxième guerre n'est pas finie, n'est pas tout à fait finie, mais les 3/4 de la guerre sont terminés, et on va pouvoir bien se regarder tout simplement la vidéo de fin justement de Warcraft 2 Tide of Darkness. The Orcish hordes lay vanquished as the triumphant armies of the Alliance stood vigil over the evil gateway that had brought the Orcs into Azeroth. Calling upon the arcane powers of the Archwizard Khadgar, the fury of the earth and skies were unleashed upon the Dark Portal to destroy it once and for all. As the blinding light dimmed, an eerie glow fell across the black morass. For though the portal was destroyed, the rift that joined these worlds at war yet remained. Bon, je suis un petit peu déçu parce que je pensais qu'elle était en française. Donc je suis assez déçu. Enfin bon, c'est pas grave. Donc ce qu'a dit le narrateur, c'est tout simplement que Khadgar détruit la porte des ténèbres et du coup scelle la possibilité aux orques de revenir dans le monde d'Azeroth. Le truc, c'est que malgré que la porte soit détruite, et c'est pour ça que la nouvelle porte des ténèbres ne ressemble pas à l'ancienne. Si vous retrouvez des images, etc., l'ancienne porte des ténèbres était différente et a été détruite. La nouvelle porte des ténèbres sera reconstruite plus tard, mais on y reviendra après, bien sûr, dans les événements de Beyond the Dark Portal. Mais du coup, Khadgar détruit la porte. Le truc, c'est qu'il reste une faille dans la réalité, justement une faille qui connecte encore le monde de Draenor, le monde originel des orques, et Azeroth, hein, le monde des humains, des trolls, des gobelins, tout ça, tout ça. Donc, Khadgar voit cette faille et Khadgar va demander à l'Alliance de construire un fort, le fort de Nethergarde, afin justement, donc Nethergarde, c'est en français c'est garde du néant, tout simplement le fort qui va servir de manière, c'est un petit peu, pensez au Game of Thrones par exemple avec la Nightwatch qui doit justement surveiller si jamais il y a une invasion qui arrive. Là c'est pareil, il faut imaginer une troupe, des troupes de l'Alliance qui resteront stationnées à Nethergarde. Ça servira évidemment aussi d'avant-poste pour pourchasser les différents fuyards orques de Kilrogg par exemple, de Rain des Maim, Black End, mais également surveiller une éventuelle nouvelle intrusion de la Horde depuis Draenor. Donc ça c'est quasiment la fin, c'est la fin de la vague des ténèbres, hein, de Tides of Darkness. La plupart des orques ont été enfermés, donc alors beaucoup d'orques sont morts évidemment. La plupart des trolls des forêts ont réussi à fuir, certains vont être emprisonnés aussi, mais globalement, donc beaucoup d'orques meurent, mais il y a énormément d'orques qui sont capturés et il faut bien faire quelque chose de ces orques. Et il va y avoir des dissensions hein, dans l'après-guerre, il va y avoir des dissensions du côté de l'Alliance concernant ces orques capturés, ces orques prisonniers. Puisque certains comme Thoras Trollbane et notre cher Genn Greymane aussi veulent tout simplement les tuer. Alors que ce sont des capturés. Alors c'est là où on voit que c'est pas tout à fait la chevalerie de Lothar, puisque ils veulent massacrer les derniers orques. Ils ont fait souffrir Stromgarde et toutes les nations, enfin parce que c'est pour Thoras mais Greymane a vu aussi des raids meurtriers sur la côte guilnéenne. Donc au niveau de l'Alliance, et certains, donc on y reviendra plus tard de toute façon, mais dans les vidéos sur Beyond the Dark Portal. Mais globalement, les orques vont être capturés et on va créer tout simplement des camps de concentration. Hein. C'est les camps d'internement, mais c'est un joli mot pour dire camp de concentration, où les orques seront emprisonnés, et ça va être un épisode traumatisant évidemment pour les orques, mais on y reviendra plus tard dans Beyond the Dark Portal, mais surtout dans la vidéo concernant Thrall, puisque ça y est, je peux vous la tease un petit peu. Alors elle n'arrivera pas tout de suite, donc calmez-vous, mais je ferai une vidéo sur Thrall pour couvrir les événements du jour du dragon et l'ascension de la nouvelle horde de Thrall. Tous les orques, comme je l'ai dit, n'ont pas été capturés, certains ont été tués, d'autres, une bonne partie a été tuée, d'autres restent en fuite. On l'a dit, Kilrogg et le clan Bleeding Hollow dans les marais des Lamentations, donc vers le nord-est. Rain des Maim Black End au niveau des montagnes, des montagnes Blackrock.
Mais à côté de ça, on a Grim Battle qui est toujours au contrôle du clan Dragonmaw, donc le clan de chevaucheurs de dragons orc. Donc Grim Battle est toujours sous le contrôle de la Horde. C'est dans cette après-guerre justement, eh bien, si j'ai utilisé cette image du jour du dragon, c'est pas pour rien, c'est un livre qui est l'un des meilleurs livres de la série Warcraft, qui justement eh bien, relatera la chute de Grim Battle, qui ne s'est pas faite par des armées, mais par une troupe d'élite infiltrée. Là vous voyez justement Falstad Wildhammer, hein, l'un des nains chevaucheurs de griffons. Vous voyez Ronin, l'archimage Ronin du Kirin Tor, donc de Dalaran, au milieu. Et sur le côté, sur sa gauche, donc à tout à droite de l'image, vous voyez Veritha Windrunner, la sœur d'Aleria Windrunner et de Sylvanas Windrunner. Et derrière, vous voyez un dragon qui n'est pas Alexstrasza, qui est juste tout simplement Corialstraz, aka Crassus. Donc des personnes iconiques, je dirais, enfin des personnes légendaires si vous vous intéressez un petit peu plus à l'univers de Warcraft, et moi des personnages que j'adore. Mais en tout cas, ces 4 là auront un rôle très important dans la reprise de Grim Battle, mais ça arrivera plus tard. Du côté des trolls des forêts, certains, comme je l'ai dit, ont fui donc vers la porte des ténèbres et on rejoint Draenor. D'autres, c'est pour ça, alors c'est d'ailleurs un peu dommage parce que dans WoW il n'y a pas de traces des trolls des forêts sur Draenor, et pourtant il y a bien des trolls des forêts qui ont franchi la porte. Certains trolls vont rejoindre du coup Kilrogg dans les marais d'élémentation. D'autres vont suivre la future horde noire de Rend et Maim dans les montagnes Blackrock, mais la plupart des troupes trolls restent par exemple stationnées au niveau de Zuldar. Même si Zuldar est tombé, il reste des trolls, hein, c'est une île troll à la base, et au niveau bien sûr de Zulaman et de Kel'Thas. Il faut bien comprendre que les trolls de façon des forêts sont sont très nombreux et sont présents un peu partout au niveau de Lordaeron. Donc il y en a dans les Hinterlands, etc., etc. Et du coup au niveau des trolls, Zul'jin est capturé, mais finalement Zul'jin va réussir à se libérer, et Zul'jin va tout simplement disparaître des traces de l'histoire, ce qui va occasionner un chaos complet, puisque je rappelle que c'était le chef de guerre de tous les trolls Amani, de tous les trolls des forêts. C'était un peu le Orgrim de la race orc. Donc avec la disparition de Zul'jin, qui disparaît complètement, on sait plus ce qu'il advient de lui pendant des années. Je vous laisse aller voir l'histoire de Zul'jin si vous voulez plus de détails, mais en gros ça va détruire aussi la société troll des forêts, la société Amani, puisque bien certains vont rester fidèles à la Horde, comme je l'ai dit. Ceux qui suivent Kilrogg, ceux qui suivent Rend et Maim Blackend, ceux qui vont rejoindre la porte des ténèbres, et d'autres qui vont par exemple rester dans les Hinterlands comme la tribu Revantusk. Mais la plupart vont retourner à l'état sauvage sans Zul'jin pour les diriger. Ils vont retourner au cannibalisme, enfin tout ce qui est joyeux. Ils vont reprendre des loas très sombres, etc. Enfin voilà, c'est une triste histoire pour les trolls et pour Zul'jin qui finalement aura été vaincu. De l'autre côté, Orgrim, comme je l'ai dit, a été battu par Turalyon. Il se fait emprisonner et il va... je vous avais parlé des prisonniers Alteraky qui avaient été torturés au niveau de Lordaeron. Et bien, Orgrim sera également envoyé à Lordaeron dans les catacombes qui deviendront plus tard Fossoyeuses, Undercity. Donc les catacombes sous Lordaeron, et il va être emprisonné là-dedans puisque à la base c'est des prisons. Mais Orgrim, la légende d'Orgrim continue de s'écrire, même quand il a perdu, même quand il ploie le genou, il reste l'un des plus grands chefs de guerre que la Horde, enfin, n'est jamais connu, l'un des orques les plus légendaires de l'histoire, puisque malgré qu'il ait été capturé, qu'il n'ait plus d'armée, qu'il n'ait plus rien, eh bien il va réussir au cœur de la civilisation de l'Alliance, au cœur de la capitale de l'Alliance, eh bien il va réussir à s'échapper, parce qu'il est plutôt ingénieux et en plus il est plutôt fort. Du coup il va réussir à s'échapper. Il va tuer évidemment les gardes et il va s'échapper sous la juridiction des humains. Et bien malgré tout, sous la surveillance des humains, il va réussir à s'échapper. Et il trouvera refuge au niveau des montagnes d'Alterac, notamment chez le clan Frostwolf. Donc ces grands amis d'Orgrim, parce que je rappelle le clan Frostwolf et le clan Blackrock à la base sont potes mais sans l'être. Sauf que le père de Thrall, donc du Rotan, et Orgrim étaient amis très très proches, quasiment des frères d'armes. Et même si bien sûr le clan Frostwolf a fait défection lors de la première guerre, eh bien il va pouvoir trouver asile chez eux dans les montagnes d'Alterac. Donc, et on en reparlera d'Orgrim dans la vidéo de Thrall, c'est pas terminé pour Orgrim. Du côté d'Alterac, Aedan Perenold est renversé, il est déposé. Donc
la royauté d'Alterac est terminée. Aiden Perenold, merci d'avoir trahi l'alliance, mais maintenant c'est dommage, tu as choisi le camp du perdant. À la base il s'était allié avec Orgrimmr parce qu'il pensait que la Horde allait gagner, et finalement eh bien, non, désolé, t'as parié sur le mauvais cheval. Et du coup Aiden Perenold est déposé. La couronne d'Alterac va être l'un des grands enjeux de l'après-guerre, j'y reviendrai plus tard, mais le problème c'est que tout le monde a envie de récupérer Alterac, tout le monde a envie d'annexer Alterac, à savoir que d'un côté vous avez Thoras Trollbane qui a fortement souffert au niveau de Stromgarde, va vouloir récupérer justement Alterac pour lui. De l'autre côté vous avez Gengreymane qui va essayer de faire des petites manipulations politiques pour prendre un des partisans, puisque certains fidèles de l'alliance de la lignée Perenold avaient trouvé refuge à Gilneas. Il va essayer de le mettre sur le trône pour faire en sorte que Gilneas puisse devenir une des nations les plus importantes de l'Alliance. Et de l'autre côté vous avez Terenas qui dit aux deux autres merci, vous êtes bien gentils mais non, c'est Lordaeron qui a été tout simplement le cœur de l'Alliance, qui est toujours le cœur de l'Alliance, donc vous êtes mignons mais non. Et ça rappelle d'ailleurs, ça fait fortement écho à une histoire, à l'histoire grecque, l'histoire classique de la Grèce classique, à savoir la Ligue de Délos. C'était tout simplement Athènes et les cités grecques qui s'étaient liguées ensemble pour affronter les Perses. Et donc en fait à la base tout le monde était égaux, sauf que Athènes finalement a tiré un petit peu la couverture vers soi et est devenue une superpuissance. Et ils ont affronté Sparte, et en l'occurrence c'est bien Terenas et Thoras Trollbane, donc le roi de Stromgarde. Encore une fois l'analogie avec Sparte pour Stromgarde, ça correspond très bien parce que Stromgarde et Lordaeron vont commencer à... Alors il va pas y avoir de guerre ouverte, mais petit à petit ils vont vraiment ils vont pas être d'accord sur beaucoup de points. En tout cas j'y reviendrai plus tard. Donc la deuxième guerre est quasiment terminée. 3 ans de massacre, 3 ans de bataille, 3 ans de combat qui s'achèvent. Il restera une année de guerre pour conclure justement cet épisode de la deuxième guerre. Une nouvelle menace arrive, et c'est pas n'importe qui. On avait Orgrimmr Doomhammer qui est une légende chez les orques, mais une nouvelle légende arrive et qui n'est pas que pour les orques et qui sera l'un des fléaux, si c'était le fléau d'Azeroth, le fléau du monde. Il s'agit de Ner'zhul, et ça ce sera dans la partie 3 et 4 avec les épisodes sur Beyond the Dark Portal, où on pourra parler un petit peu plus de cette autre légende des orques et futur mort-vivant, à savoir Ner'zhul. Du coup voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie donc consacrée à la deuxième guerre. Donc je rappelle, c'est la conclusion de Tides of Darkness, donc l'épisode normal de Warcraft 2. On attaquera Beyond the Dark Portal avec le charmant bonhomme que vous voyez ici dans une autre vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter si vous avez des questions, si vous avez juste envie de commenter, ça donne de la visibilité à la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de noms, etc. Donc évidemment le format YouTube est super intéressant pour ça, puisqu'il peut vous permettre, si jamais vous avez perdu un peu le fil avec tous les noms, toutes les factions, justement j'avais montré un petit peu les différents logos, etc. Enfin les différents symboles des différentes factions. Donc le format YouTube je pense va vous aider aussi à comprendre avec les différentes cartes. En tout cas j'espère que ça a été assez clair. Malheureusement je me suis raté sur la vidéo de fin, mais j'espère quand même que voilà, c'était pour vous montrer la vidéo de l'époque et quand même voilà un petit coup de nostalgie. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur l'histoire de Warcraft, de Diablo, d'Overwatch. Et il m'en manque un, à chaque fois il m'en manque un: Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch. Sachant également que mine de rien Battle for Azeroth par exemple et WoW construit énormément sur justement ce qui s'est passé dans Warcraft 2. Warcraft 2 a été l'opus fondateur de toute l'histoire de Warcraft par la suite. Beaucoup de scénarios, je veux dire là encore avec WoW Légion, c'était des arcs qui avaient été créés dans Warcraft 2 avec Kil'jaeden qui était déjà nommé à cette époque là. Là Battle for Azeroth, la guerre Kultiras, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un retour à Warcraft 2, donc c'est quand même un épisode qui est plutôt d'actualité en plus et qui est super important. Donc j'espère en tout cas voilà que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus.